Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro des Jeudis de l'économie pour parler aujourd'hui de l'économie bleue avec le projet de création d'un pôle maritime. Nous sommes en compagnie de Christopher Gégès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie maritime. Bonjour. Bonjour. De François Suvet, élu de la province Sud, membre de sa commission environnement. Bonjour. Bonjour. Et de Philippe Darazon, le président du cluster maritime. Bonjour également. Bonjour. Merci à tous les trois d'être avec nous pour nous expliquer un peu ce que c'est que ce pôle maritime qui est en voie de création. Mais tout d'abord, l'économie bleue, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça recouvre exactement? Et où en est la Calédonie dans ce domaine de l'économie bleue? Philippe Darazon, peut-être? Oui, mais avec plaisir. L'économie bleue, en fait, ça va être toutes les activités économiques qui tournent autour de la mer et je dirais aussi du lien terre-mer, forcément. Donc ça peut aller forcément d'économies très traditionnelles dans l'économie bleue, qui vont de la pêche, ou ce genre de domaine-là, mais également le tourisme, et également la recherche, également je dirais, tous les sujets qui vont pouvoir avoir comme point central la mer comme point d'origine d'une économie. Alors c'est évident en Nouvelle-Calédonie, qui est, rappelons-le, une île. On en est où dans l'économie bleue, Christopher Gégès? On est un peu en retard? Bah ensuite, c'est évident, oui, c'est évident, mais on le faisait pas. C'est-à-dire qu'en 2019, nous, c'était un engagement de campagne de créer le secteur de l'économie de la mer au niveau du gouvernement pour accompagner la dynamique qui était engagée par le secteur privé, mais qui était un petit peu seul à ce moment-là. Donc, on a voulu créer ce secteur. On était en retard, mais je pense que maintenant, on est plutôt bien. Enfin, on a fonctionné par étapes. On était parti sur la zone de Nimbo pour accompagner la dépollution et l'aménagement de cette zone. Et aujourd'hui, on a un projet qui est beaucoup plus vaste et qui inspire les autres outre-mer français. François Suvet, la province Sud est complètement impliquée dans ce développement de l'économie bleue. C'est aussi l'un de ses objectifs? En tout cas, c'est incontournable à deux titres. D'abord, la protection de l'environnement. Parce que les navires hors d'usage on les retrouve en général dans le lagon ou sur nos îlots. Et puis ensuite, au titre du développement économique, puisque ce sont de vraies filières économiques derrière, que sont la maintenance, mais également, je veux dire, toutes les activités liées au démantèlement et à la déconstruction des bateaux. Justement, plus globalement, l'économie bleue, telle que Philippe Darazon en parlait, ça recouvre beaucoup de secteurs. Est-ce que c'est porteur en matière de développement économique pour la Nouvelle-Calédonie? On parle souvent de besoin de substitution à la seule économie du nickel. Et en termes d'emploi, comment est-ce que vous voyez les choses pour ce développement de l'économie bleue? Ouais, c'est extrêmement porteur parce qu'on parle souvent de diversification de l'économie en Nouvelle-Calédonie, mais on ne le fait pas. Là, on le fait réellement et vraiment sur des types d'activités qui sont différentes. François Suvet indiquait sur tout ce qui est environnement, préservation des océans, développement d'une filière en particulier. Quand on fait la dépollution du site de Nimbo, qu'on enlève 30 ou 40 épaves de la baie qui font fonctionner 22 entreprises derrière, qui créent des emplois pour fonctionner cette filière, on vient créer des nouveaux emplois dans une situation où l'économie en a bien besoin. Quand on agrandit la cale de l'âge de Nouville pour accueillir des nouveaux bateaux, pour accueillir des plus grosses structures, on vient créer, avec l'activité du port et en lien avec le cluster, des nouvelles filières d'activité. Quand on fait un port de grande plaisance qui sont censés accueillir, et on a la chance aujourd'hui d'avoir des très beaux yachts en Nouvelle-Calédonie qui sont là en ce moment, mais on les accueille pas bien. Donc là, on peut mieux les accueillir avec des activités de service, de ravitaillement qui peuvent aller même jusqu'à du ravitaillement agricole ou autre. Donc l'économie bleue touche vraiment beaucoup de catégories d'emplois. On n'a pas voulu partir sur tout. C'est-à-dire que partir sur tout, c'est souvent partir sur rien. Là, on a vraiment en lien avec l'État, avec les collectivités que sont la province et la mairie de Nouméa et les acteurs privés. On a fait le choix de prioriser sur un certain nombre de sites quelles filières on souhaitait développer, de quelle manière, dans quelle échéance de temps. Et donc, non, ça fait une belle filière de diversification. Et la Calédonie qui ne se tournait pas vers la mer, c'était une erreur politique qu'on essaie de corriger. Justement, comment est née vraiment cette idée d'un pôle maritime? On va en parler, il commence à voir le jour, il y a déjà des opérations lancées. C'est né quand? C'est né en 2019, c'est le cluster maritime qui a lancé, c'est les collectivités qui a pris l'initiative de ce pôle? Je crois qu'à l'origine, réellement, le cluster maritime a rédigé avec ses membres et d'autres partenaires ce qu'on a appelé le livre bleu, qui était un point zéro de l'économie maritime et de la mer, la vision maritime de la Nouvelle-Calédonie.
On a remis ça en 2018 de mémoire. Et ça faisait le point, je dirais, sur nos forces, nos faiblesses, des axes stratégiques à développer et des filières à promouvoir. Ensuite, à partir de ça, il paraissait évident qu'il y avait des grosses lacunes au niveau économique, maritime, dans tout ce qui est maintenance, entretien des navires notamment. On a beaucoup de navires, en gros, tous nos navires un peu de taille en Nouvelle-Calédonie qui sont obligés de partir se faire caréner à l'étranger. Je dirais que c'est de l'immobilisation, c'est du manque de productivité, c'est des coûts. Quand on parle de transport inter-île, quand le Betty-Cho partait encore se faire caréner à l'étranger, c'était un mois d'interruption. Donc tout ça a permis, je dirais, d'identifier des secteurs sur lesquels il y avait réellement quelque chose à faire de manière immédiate et très porteur en termes de développement. Et donc tous ces projets-là ont été petit à petit apportés et grâce, comme le disait Christopher, à la création de ce secteur de l'économie de la mer ont été apportés à la discussion avec le gouvernement qui tout de suite a compris ce que le secteur privé pouvait développer dans ce domaine-là. Et donc, on commençait à se mettre en place des différentes briques de ce qui avait été proposé à l'origine. Mais comme on aura l'occasion de le dire, tout ça a bien évolué dans le temps. Tout est parti de Numbo, la baie de Numbo à l'origine, où il y avait un groupe du cluster maritime qui travaillait là-dessus, qui s'appelait Synergie Numbo, et qui avait pour vocation de valoriser les activités et de permettre également à tous les gens installés sur la zone de pouvoir travailler correctement. Et qu'est-ce qui leur manquait, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer et autres. Et donc, pour ça que Numbo est un peu le point de départ on va y revenir. Tout à fait. Encore un point sur cette espèce de synergie. On a bien compris, il y a le gouvernement, il y a la province sud, il y a le cluster maritime, il y a l'État qui est là aussi pour financer. Pas que pour ça. Mais notamment... C'est réducteur De dire que l'État n'est là que pour financer. Il participe activement aussi aux travaux. Mais il finance beaucoup. Mais il finance aussi. Et les deux autres provinces, le Nord, les îles, est-ce qu'ils sont associés? Est-ce qu'ils sont prévus dans ce développement ou est-ce que ils sont complètement en dehors du développement de l'économie bleue? Non, pas du tout. On a voulu prioriser, on a voulu avancer assez rapidement sur des projets qui étaient matures. On a un acteur qui est important, qui est le port. Enfin, le port qui est quand même un peu au centre du pôle maritime, qui a des infrastructures. Mais on n'oublie pas le Nord et les îles, parce que moi, j'étais encore en province Nord il y a quelques semaines de ça. La zone de Népouille est une zone où on veut faire quelque chose en province Nord en termes de services maritimes. C'est un port en eau profonde qui pourra en plus servir éventuellement de zone franche si la province le demande pour une partie en développement énergie renouvelable. Sur la partie île Loyauté, ils souhaitent déposer aussi une zone franche près du port de Oué pour faire une zone d'activité économique qui pourrait être tournée vers le maritime. Donc chacun ensuite a sa politique de développement. Là, la province sud était en avance sur un certain nombre de sujets, notamment sur les navires hors d'usage. Je laisserai Françoise en parler. Nous, on est là pour accompagner, dynamiser et vraiment, le fait d'avoir un partenariat public-privé extrêmement fort sur cette partie-là, mais comme sur tous les autres secteurs, c'est important parce que on est dans une période où l'économie va pas bien et on a besoin d'avoir des axes de relance, des axes où on soutient vraiment notre économie et ça fait partie de ça. Alors ce pôle maritime, il se déploie déjà sur plusieurs sites. Là pareil, il ne se développe qu'à Nouméa ou est-ce que le reste de la province sud, François Sué, peut être également concerné par ce pôle? Évidemment que ça concerne toute la province sud à partir du moment où on est engagé dans cette opération. Là, on fait un focus sur Nimbo parce qu'on a déjà une zone d'activité qui est un petit peu chaotique quand même, faut le dire. On a fait on a procédé à plusieurs enlèvements de gros déchets, les véhicules, les bus, etc. qu'il y avait là. Il y a eu la dépollution de la baie et on aimerait avoir quand même une réflexion beaucoup plus poussée sur l'aménagement du site et les activités qu'on souhaite effectivement promouvoir sur le site, tout en gardant à l'esprit que c'est du développement économique qu'on attend, mais du développement économique durable, propre, avec évidemment quand même des règles en matière de protection d'environnement. Alors donc ce pôle maritime au Pau, il en est aujourd'hui, il doit se déployer sur 3 sites. Pour l'instant, la baie de Nimbo pour le chantier naval, la grande rade de Nouville pour la formation et le numérique, la petite rade de Nouville pour le maritime et pour le tourisme. La baie de Nimbo, on en a déjà un peu parlé, c'est vraiment pour l'instant le point le plus avancé.
Ouais, c'est le plus, enfin, c'est le plus avancé, oui, mais enfin, ce que disait Philippe, c'est normal que ça parte de Nimbo, parce que beaucoup de l'histoire du maritime de Nouméa est partie de Nimbo. Les premiers charpentiers de marine étaient dans cette baie de Nimbo, et donc il y a une économie maritime qui s'est créée à cet endroit qu'on a voulu stimuler. Il y a déjà, ce que disait Philippe également, un cluster de synergie Nimbo. Là, on a fait la dépollution, c'était une première étape. On a une étude qui doit mener à des réalisations sur la création d'un quai de travail. On a acté aussi l'organisation de la zone de mouillage de Nimbo pour que ça soit pas des mouillages sauvages en permanence, et que les épaves qu'on a enlevées là, on en retrouve d'autres dans quelques temps. Donc oui, c'est le plus avancé. Par contre, des gros travaux seront prévus également sur Nouville et sur la partie scientifique. Alors pourquoi cette déclinaison comment est-ce que vous avez choisi les axes sur lesquels vous alliez vous orienter pour développer ce pôle maritime? Je disais formation numérique, maritime et tourisme. C'est naturellement, c'est une économie. C'est venu en fonction aussi des priorités des uns et des autres. C'est-à-dire que, et là où on était plus mature. Enfin, sur la zone de Nimbo, sur l'activité au service maritime, on avait déjà un tissu de professionnels qu'il fallait accompagner et organiser. Sur la partie vraiment recherche, innovation, on a la station N, qui est un lieu totem pour le développement du numérique. C'est là qu'on veut mettre en place un quai pour accueillir les bateaux scientifiques et avoir une synergie avec l'université. Donc c'était naturel de le faire. La cale de halage qui est déjà en place et qui va être modernisée, agrandie, pour avoir d'autres bateaux de plus grande taille, et notamment, on l'espère, les patrouilleurs réformés de l'armée. On sera le premier territoire outre-mer à pouvoir le faire. Ça reste à confirmer par les instances, mais c'est en très bonne voie. On est en lien notamment avec la province sud et le port pour les différentes autorisations. Et ensuite, la petite rade pour l'accueil des bateaux de grande plaisance ou de plaisance se fait aussi naturellement. Mais le fait d'être plusieurs collectivités et le secteur privé permet de séquencer efficacement les différentes activités. On parle de plusieurs collectivités. La ville de Nouméa est associée également à ce développement, on imagine. Pleinement, parce qu'il y a beaucoup de fonciers qui dépendent de la mairie de Nouméa, d'autorisations qui dépendent de la mairie de Nouméa, et il y a une volonté de la mairie de Nouméa, je le crois, de développer le littoral. Dans la baie de Nimbo, le chantier naval, qu'est-ce qui est fait déjà? Qu'est-ce qui reste à faire? Quel est vraiment comment vous voyez cette notion de chantier naval à Nouméa? En fait, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que il y a déjà beaucoup d'opérateurs qui travaillent dans les parties techniques maritimes, donc dans la baie de Nimbo. Maintenant, il faut, je dirais, donner des moyens, et notamment en termes d'infrastructure, à ces sociétés pour qu'elles soient organisées de manière un petit peu différente. Là, pour l'instant, chacun travaille de son côté. Chacun a oui ou non un moyen de levage, oui ou non un bout de quai, etc. Donc, il s'agit à un moment de se poser la vraie question, de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de la maintenance marine? Est-ce qu'on veut réellement que la Nouvelle-Calédonie se dote des moyens de pouvoir proposer et développer cette activité économique de manière structurée? Donc on en est à ce point-là. Donc là, réellement, on a les acteurs privés du secteur qui ont été en phase de réflexion. On a donc, comme on dit, les collectivités, le gouvernement qui sont là pour appuyer, je dirais, la création d'infra qui vont permettre ensuite, je l'espère que ça se passera dans ce sens-là, d'une délégation de ces infrastructures pour que le privé s'organise pour gérer au mieux et de manière efficace et rentable les infrastructures qui pourront être mises en place. Donc Christopher le disait, on parle d'un quai de travail, on parle aussi d'un moyen de levage, on parle aussi de montée en compétences je dirais de toutes les professions qui tournent autour de la maintenance et du chantier naval. Donc voilà, on est vraiment sur une mise en synergie autant d'acteurs privés que de collectivités, de moyens et d'infra pour arriver ensuite à une saine gestion, parce que je dirais que le cluster maritime qui met en synergie les acteurs privés du domaine a qu'une seule vocation, c'est que ces activités soient rentables et soient, je dirais, en termes d'efficacité économique. On ne cherche pas des subventions. On cherche réellement à avoir une activité qui se crée, qui se structure et qui permette d'apporter aux opérateurs eux-mêmes et à la Calédonie de manière générale de l'efficacité économique. On parle carénage, on parle démantèlement éventuellement donc de navires de la Marine nationale. On parle de dépollution. Il faut des infrastructures lourdes, quand même, il faut du matériel, c'est un chantier énorme, non? François Cévé. Alors, je prends l'exemple des épaves, en fait, de bateaux. On a aujourd'hui un patrimoine nautique qui est de 27 000 bateaux immatriculés en Nouvelle-Calédonie. C'est énormissime. On sait que la durée de vie d'un bateau, c'est 20-25 ans. Et que là, on est déjà en plein dans la période des 10 premières années où on va avoir 6-7 000 bateaux en fin de vie.
Donc effectivement, il faut des infrastructures qui tiennent la route. On a mené une opération pilote pour justement caractériser tous les besoins opérationnels et aussi tous les freins réglementaires à une vraie filière. Et en fait, pour les bateaux de plaisance, les infrastructures n'ont pas besoin d'être hyper complexes, ne coûtent pas comme effectivement celles qu'on attend pour les patrouilleurs. Donc c'est vraiment à notre portée. Après, c'est pas le tout d'avoir des infras. Il faut aussi que la réglementation suive, mais il faut aussi financer la filière. Et là, on a un petit souci parce qu'on a un enchevêtrement des compétences. Et il faut mettre tout le monde autour de la table. Je prends un exemple, par exemple, celui qui assure son bateau n'a pas forcément le renflouement qui est pris en charge. Donc ça veut dire que si le bateau coule, à un moment donné, la puissance publique va devoir aller chercher le bateau au fond de l'eau, et ensuite l'assurance peut prendre en charge le reste. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et puis c'est qu'est-ce qu'on fait des autres bateaux qui ne sont pas assurés, dont on n'a plus le propriétaire. On a déjà eu quelques exemples de bateaux à retraiter, ça a été dans l'actualité ces derniers mois. Hein. Si je peux avec Greta Teresa. Si je peux compléter ce que dit Françoise, et on le dit très fréquemment, il n'y a pas de meilleur déchet que celui qui n'est pas créé. Et on a en Nouvelle-Calédonie, systématiquement, dès qu'on a un cyclone, un coup d'ouest, 5, 6, 10 bateaux qui vont s'écraser au fond de la baie L'Orphelinat. 14 la dernière fois, ouais. Donc tout ça fait que ça aboutit à du traitement d'épave et qu'il faut gérer. Mais le mieux, ce serait d'éviter qu'ils aillent au fond. Et donc là, se posent d'autres questions. Et là, on est réellement dans le développement, la mise en place de mouillages organisés sur la ville de Nouméa. Actuellement, c'est que du mouillage sauvage, chacun fait ce qu'il veut. On sait ce qu'il en est, des locations de bateaux dortoirs, etc. Bien évidemment, ces bateaux-là sont pas ancrés correctement, sont pas sur des corps morts, finissent au fond, etc. Donc il y a aussi toute cette logique à développer de gestion des mouillages, par exemple. Et qui dit gestion des mouillages dit les services associés à la gestion d'un mouillage organisé, comme on peut le voir partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut traiter les eaux, il faut amener les necks, il faut traiter. Donc tout ça, c'est des métiers aussi qui se crée autour. C'est pas seulement une problématique à régler, c'est également l'opportunité de créer une activité autour de tout ça et en bout de chaîne d'avoir peut-être moins de bateaux à déconstruire quand on a des phénomènes climatiques. Dans ce pôle, quand on parle de formation et de numérique, là je me tourne vers Christopher Legesse, on sait que c'est l'un de vos secteurs de prédilection également. Formation numérique, ça veut dire quoi dans le domaine maritime ? Formation numérique, aujourd'hui, on a dans l'activité maritime, comme dans beaucoup de choses, toutes les activités GPS ou même intelligence artificielle sur les navires, sur lesquels on doit se positionner, on doit avoir des marins qui sont formés. Mais la formation dans le secteur maritime, elle n'est pas que numérique. On a eu un problème, et on a toujours un problème de formation avec l'école des métiers de la mer qu'il faut renforcer, qu'il faut aider, parce que aller créer une filière sans se donner les moyens de la formation, ensuite on peut mutualiser avec nos amis Tahiti. On peut très bien ne pas tout faire en Calédonie, avoir une mutualisation avec les différentes personnes de la zone, mais c'est un enjeu majeur des prochaines années, la question de la formation du maritime, parce qu'on s'est retrouvé dans des situations absurdes d'avoir des dizaines et des dizaines de dérogations de marins calédoniens parce que la formation n'était pas valable en Calédonie. Et alors là, à quelle échéance ça a été mis en place ce développement-là ? C'est dans les 3 prochaines années. On a eu un audit qui a été réalisé sur la formation maritime qu'on est en cours de mettre en œuvre. Troisième site, le maritime et le tourisme. Alors ça, c'est pareil, le tourisme, il y a quand même des compétences enchevêtrées. Comment est-ce qu'on fait pour développer ce pôle maritime-tourisme ? Alors, c'est pas simple effectivement parce que on a normalement la compétence du tourisme, elle est aux provinces. Et que là on avait émergé effectivement des organismes qui veulent aussi s'occuper du tourisme, et notamment à l'échelle du gouvernement, et qui ne met pas forcément autour de la table tous les acteurs, et qui fait une promotion, je dirais, supra-macro du tourisme, alors qu'on a de vrais besoins effectivement pour développer l'économie bleue, qui est le tourisme vers la mer, et avec la mer, et qui ne prend pas en compte ça, enfin, qui le prend en compte d'une manière différente, c'est-à-dire que qui taxe en fait. C'est la première action sur le tourisme du gouvernement. D'une partie du gouvernement. Oui, d'une partie du gouvernement, bien sûr. Ce matin, on était au Congrès, on est au Congrès aujourd'hui sur la taxe sur effectivement
le tourisme de croisière, et on voit bien que c'est pas réfléchi, c'est-à-dire qu'on a besoin d'argent et on va taxer, alors que ce matin on a eu les véritables opérateurs qui font du tourisme de croisière qui disaient non, faut pas taxer, on sort juste de la crise sanitaire, il faut faire les choses progressivement. Donc je pense que ce serait intéressant que les membres du gouvernement s'intéressent aussi, je veux dire, à ce qui se passe, je veux dire, dans le projet de l'économie bleue. Et alors justement, le pôle maritime, lui, veut développer comment le tourisme? Il a des idées, il a des objectifs pour le développement du tourisme maritime? Il y a une partie importante qui est l'organisation de la croisière, mais ça, c'est vraiment des points sur lesquels on doit travailler de manière en plus synergie avec l'ensemble des provinces. Mais il y a la question dans le pôle maritime des navires de grande plaisance, que j'évoquais sur les yachts, qui, on le voit en Polynésie, sont une vraie source de revenus pour le territoire. Ici, ils arrivent en Calédonie, bon, ils sont accueillis, mais il pourrait y avoir un revenu complémentaire qui sont laissés par des gens qui ont des énormes moyens et qui sont prêts à dépenser beaucoup en Calédonie, à condition qu'on offre des services sur lesquels ils sont en attente. Donc le but, là, on va lancer une étude, mais là aussi, je le redis, et je l'ai dit dans le cadre du pôle maritime, c'est pas lancer une étude pour faire une étude et pour faire plaisir à des consultants, mais bien de faire une étude pour faire des choses, pour voir comment la Calédonie peut avoir un vrai avantage comparatif par rapport à la Polynésie, parce qu'on va pas se positionner sur le même marché, et c'est pour ça qu'on fait le lien avec l'ensemble du pôle maritime, qu'on puisse avoir des services qui sont offerts aux yachts, qui puissent être basés ici, qui puissent avoir du ravitaillement en Calédonie et qui puissent faire fonctionner l'économie locale. Donc c'est une vraie organisation. Et là, c'est vraiment des sources de revenus importantes, même si les Calédoniens ne se rendent pas forcément compte. Il y a un bateau aujourd'hui qui est devant la gare maritime, qui coûte 80 millions d'euros, avec des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à dépenser beaucoup, à condition qu'on leur offre vraiment des possibilités de services qui correspondent à l'attente de ce niveau de clientèle. Donc à nous de bien nous organiser, à nous de répondre de manière professionnelle, et ça tire la Calédonie vers le haut. Ce qu'on peut peut-être rajouter sur la grande plaisance, c'est que il y a des freins également en termes d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les accueillir n'importe où. Et il y a aussi d'autres freins qui sont des freins plus réglementaires, fiscaux, de droit du travail. Il faut savoir que ces bateaux-là, le propriétaire est très rarement à bord et ça vit uniquement à travers, je dirais, de l'organisation de charters. Vous savez, les petites semaines à 100 ou 150 000 euros la cabine. Si on leur permet pas de travailler en Nouvelle-Calédonie, si les marins ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont étrangers, s'il n'y a pas de disposition fiscale, de disposition douanière, etc., ces bateaux ne viendront pas. Si on n'a pas forcément des infrastructures complètement sécurisées, les assurances de ces bateaux ne permettront pas qu'ils viennent chez nous. Donc il y a aussi une partie qui dépend en dehors du marché à capter, qui dépend réellement d'une organisation calédonienne et de la volonté, je dirais, de mettre en place cette filière. Et ensuite, il y a de quoi faire. Tous ces bateaux qui passent devant chez nous, qui font, en règle générale, qui viennent des États-Unis, qui s'arrêtent à Tahiti, qui passent à Fidji et qui traversent devant la Nouvelle-Calédonie pour aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie sans s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Ça a une autre implication, c'est que le terme de sécurité est extrêmement important. C'est-à-dire que partout où ils vont aller, ces bateaux, il faut que la sécurité soit assurée. Et là, on retombe sur des problématiques de lieux de mouillage organisés, parce qu'ils viennent pas forcément pour rester à Nouméa sur le quai Ferry, ils viennent pour découvrir notre archipel, et il faut pouvoir leur garantir qu'il y a des zones de mouillage où ils sont bienvenus, où c'est organisé, etc. Et là, c'est encore une autre logique, je dirais, qui n'est pas encore vraiment atteinte pour lancer cette filière. Ok, il y a d'énormes chantiers. La pêche. Les pêcheurs, ça ne fait pas partie du pôle maritime, c'est une activité très spécifique qui ne rentre pas forcément dans ce grand projet. Non, oui et non, mais c'est parce que les infrastructures peuvent leur servir, mais c'est une très belle filière qui est déjà bien organisée et où on a une vraie pêche responsable en Nouvelle-Calédonie, et c'est une filière qui mérite d'être soutenue et associée, surtout quand il y a des décisions qui les concernent sur d'autres secteurs portés peut-être par d'autres membres du gouvernement, mais qui peuvent mettre en péril leur activité. Mais on a une très belle filière de pêche aujourd'hui où la bascule sera surtout sur une industrie de transformation du produit de la pêche en Nouvelle-Calédonie qui est développée en plus de ce que portent les provinces notamment. Alors pour revenir à ce pôle maritime, on a vu un vaste projet, un grand chantier. Qu'est-ce qui paie
On parlait tout à l'heure de l'intervention de C'est la l'État. France qui paie. Voilà. Contrat, c'est partie des contrats de développement. Oui, ça fait partie des contrats de développement. On a un cofinancement État Nouvelle-Calédonie. L'État a financé jusqu'à hauteur de 200 millions pour la dépollution de la baie de Nimbo. On a demandé d'autres financements dans les prochains contrats de développement, notamment pour le dragage de la baie, mais également un accompagnement sur les cales de halage. Donc non, l'État est vraiment à nos côtés. La Nouvelle-Calédonie a mis aussi des questions financières, enfin du budget. La province nous accompagne notamment sur la mise à disposition de terrain et de foncier. Donc non, tout le monde est sollicité, mais heureusement qu'on avait l'État. Ouais. Quel calendrier est-ce que vous vous donnez maintenant pour créer vraiment une économie bleue en Nouvelle-Calédonie? Dans combien de temps est-ce que ce sera vraiment une source de développement, de rentabilité, de création d'emplois? Aujourd'hui, ça l'est. Enfin, je pense que aujourd'hui, ça l'est. Et ça fera peut-être le lien avec le prochain sujet, mais on va montrer aux prochaines assises de l'économie maritime qu'il y a des très belles choses qui se font dans le maritime en Nouvelle-Calédonie, où il y a des très belles entreprises. Ça commence à être structuré. Je crois que Philippe le voit au sein du cluster. On a des belles entreprises calédoniennes dans le secteur maritime. Donc non, ça y est, on a développé une partie. À nous de mieux structurer. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est des grosses infrastructures. Donc on sera forcément sur un temps long. Donc ça sera plus moi, ça sera un autre membre du gouvernement après. Mais je souhaite vraiment qu'on puisse continuer à développer cette belle filière. Philippe Darrazon, vous êtes optimiste, vous aussi, sur le développement de cette filière, vous y croyez? Maintenant, oui, complètement. C'est clair que l'économie maritime existe en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps. Par contre, elle est sous-dimensionnée par rapport à ses capacités et je dirais au terrain sur lequel on peut œuvrer et sur les métiers qu'on peut développer. Donc, on est plus dans une phase de développement, d'assises de l'économie maritime que de création de l'économie maritime, quoi. Justement, on va venir à ces assises de l'économie maritime Indo-Pacifique. C'est prévu à la fin du mois d'octobre. Ça tombe bien, c'est une coïncidence, c'est lié vraiment au développement de ce pôle maritime. Non, c'est pas du tout une coïncidence. Ça a plusieurs objectifs. Un, c'est de montrer ce qu'on sait faire en Nouvelle-Calédonie, vraiment. Je le disais, on a des très belles entreprises, on a des très beaux projets, et donc il faut le valoriser. Mais et le cluster organise chaque année les journées de la mer. On a souhaité donner une dimension beaucoup plus régionale et beaucoup plus indo-pacifique. Le président de la République a fait de la Nouvelle-Calédonie la place centrale de la France pour le développement de l'Indo-Pacifique. C'est très bien dit, c'est porteur de grandes ambitions, mais il faut mettre, et c'est à nous de porter ces responsabilités-là, il faut mettre des actes derrière ça. Et le secteur maritime ou le secteur numérique derrière permet de montrer la place de la Nouvelle-Calédonie dans cette volonté indo-pacifique. C'est pour ça qu'on aura à la fois l'ensemble des clusters, le cluster maritime français qui viendra, le cluster maritime de Polynésie, le cluster maritime de Mayotte, de la Réunion, les French Tech à peu près des mêmes zones. On aura nos voisins australiens et néo-zélandais qui participeront, le port de Brisbane ou autre. On aura Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, qui fera une vidéo, le maire de Nice également. Donc non, ça va être un événement important, et un événement qui est une journée qui est portée aussi par la province sud, qui sera le dernier jour, qui est sur comment on développe de l'économie maritime avec du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Donc il y aura une séquence particulière sur ça. Donc beaucoup de gens qui vont venir en Calédonie et un beau rayonnement de la Calédonie. Qui est à l'initiative? C'est global, pareil, plusieurs collectivités. Ouais. Vous entendez quoi? La province sud en attend quoi de ces assises de l'économie maritime? Je pense déjà c'est que le sujet il soit porté pas simplement localement mais au niveau régional, et puis en matière de développement économique, mais également de vitrine sur la protection de l'environnement et les réponses qui peuvent être apportées au sujet du réchauffement climatique. C'est pourquoi pas que la Nouvelle-Calédonie puisse devenir un hub régional sur ces activités tournées vers la mer. Et le cluster maritime, on imagine, est ravi de l'organisation d'une telle manifestation. Clairement, on est ravis. C'est un sujet qu'on a souvent porté, je dirais, au moins ces 3-4 dernières années. Et lorsque le gouvernement et la province sud nous ont apporté leur soutien pour dire, oui, OK, on se donne les moyens de donner une dimension régionale à ce qu'on appelle nos journées de la mer. On a tout de suite été suivis, mais de manière internationale, sur la création de ces assises. Le Pacifique Sud, ce qu'il faut voir, la zone dans laquelle on est vraiment la zone du Pacifique sur laquelle tous les regards se tournent actuellement, sur un plan de développement économique.
et je dis bien durable, puisqu'on n'entend absolument pas économie sans durabilité et sans prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, voire sociétaux. Donc on est réellement très très content que ça puisse se créer. Dès qu'on a sollicité, je dirais, l'ensemble des contacts qu'on pouvait avoir à travers le monde, tout de suite ça a répondu présent, les gens sont ravis de venir. On a pu obtenir des budgets qui nous permettent d'inviter justement tout l'axe Indo-Pacifique, et pour nous clusters, on travaille fréquemment avec le cluster de Polynésie, de Mayotte, de la Réunion, mais les avoir aujourd'hui en présentiel pour montrer aussi les valeurs d'exemple, ce qu'ils créent chez eux, comment ils ont traité des problématiques, mettre en commun tout ça. Je crois qu'on est réellement dans la formalisation de cet axe Indo-Pacifique et de sortir des mots pour passer aux actes. C'est des assises qui se déroulent du 25 au 27 octobre. Ce sera où? Ça sera sur plusieurs sites, là aussi. Donc, une partie à l'auditorium de la province sud, une autre à la station N. Et la dernière journée sur un endroit qu'on laisse secret pour le moment. Mais vous serez invité à vous nous le direz avant. Vous serez invité. Et nous reparlerons bien sûr de ces assises avant leur déroulement, je rappelle, du 25 au 27 octobre. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur ce pôle maritime et sur l'économie bleue en Nouvelle-Calédonie